Bonjour à tous. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de synthétiser l'ensemble des connaissances du programme de chimie de seconde. On part du principe que la matière qui nous entoure peut être décomposée en particules infiniment petites. Ici, nous allons partir de la description de ces particules plus petites afin de recomposer la matière jusqu'à un échantillon macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle. La première composante de la matière, c'est le noyau des atomes. Nous l'avons schématisé ici par un amas de petites sphères. Le noyau peut être décrit selon l'écriture symbolique X, A et Z que nous allons décrire. Les premières particules du noyau, ce sont les protons. Ce sont des particules qui portent une charge électrique positive. Le nombre de protons dans un noyau définit le numéro atomique Z. Ce numéro atomique permet également de définir l'élément du tableau périodique. Ainsi, un atome dans le noyau comportera 6 protons sera le 6e élément du tableau périodique, soit un carbone. Dans le noyau se trouvent également des particules appelées les neutrons, qui sont des particules neutres électriquement. L'ensemble des protons et des neutrons est appelé nucléon. Le nombre de nucléons dans un noyau définit le nombre de masse du noyau A. Ainsi, plusieurs noyaux peuvent avoir un nombre de protons identiques, donc appartenir au même élément chimique, mais avoir un nombre de nucléons différents. Ils sont appelés alors isotopes et ce sont le cas de ces carbones que vous voyez ici. Passons maintenant à une échelle plus large. Autour de ces noyaux se trouvent des électrons. L'ensemble du noyau et des électrons forment l'atome. Les électrons sont des particules chargées négativement qui gravitent autour du noyau. Leur disposition autour du noyau est appelée configuration électronique. Prenons par exemple le carbone. Le carbone comporte 6 protons, donc l'atome de carbone aura 6 électrons autour du noyau. Ces 6 électrons sont rangés dans les différentes couches et sous-couches. On remplit les sous-couches les unes après les autres, en commençant par la plus proche du noyau, la sous-couche 1s. Une fois qu'elle est remplie, on passe à la 2s, puis à la 2p. Ainsi, la configuration électronique du carbone sera 1s2, 2s2, 2p2. 6 électrons au total. On appelle couche de valence la dernière couche occupée par les électrons, c'est-à-dire ici la couche numéro 2. Tous les électrons de valence sont donc les électrons appartenant à cette couche numéro 2, donc les électrons 2s2 et 2p2 au nombre de 4. On passe ensuite à la description de l'entité chimique. L'entité chimique, c'est ce qui est identifiable par des tests chimiques ou par des propriétés physiques. Il peut s'agir d'un atome, d'une molécule ou d'un ion. Dans le cas de l'atome, on aura le même nombre d'électrons autour du noyau que de protons à l'intérieur du noyau. Et donc, globalement, l'édifice est neutre. C'est le cas par exemple ici avec le fer qui aura 26 protons à l'intérieur du noyau et 26 électrons gravitant autour. La deuxième possibilité, c'est la formation de molécules. À ce moment-là, les atomes vont être liés par ce qu'on appelle des liaisons de covalence. Ces liaisons de covalence, c'est la mise en commun d'électrons des couches de valence pour pouvoir former des liaisons qu'on représente par des tirets. Ainsi, le but est d'obtenir une couche externe, une couche de valence pleine. Ici, on voit le cas avec la molécule d'eau. L'oxygène a normalement 6 électrons sur sa couche de valence. Il va mettre en commun un certain nombre d'électrons avec les électrons de l'hydrogène qui vont venir s'additionner pour avoir 8 électrons autour dans la couche externe de l'atome d'oxygène. Pareil pour l'hydrogène qui normalement a un électron dans sa couche de valence, va s'additionner à cet électron, l'électron récupéré par la couche de valence de l'oxygène pour avoir 2 électrons. Les doublets d'électrons qui n'appartiennent pas à des liaisons sont appelés des doublets non liants et sont représentés ici par des tirets sur l'atome. La troisième type d'entité possible, c'est l'ion. À ce moment-là, ça peut être un atome qui formera un ion monoatomique ou une molécule formera alors un ion polyatomique. Dans tous les cas, on va perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Et donc l'édifice, globalement, va être chargé. Soit positivement, ce sera un cation, soit négativement, ce sera un anion. Voilà donc les 3 types d'entités chimiques possibles.
On définit alors l'espèce chimique comme plusieurs millions d'entités chimiques identiques. Extrêmement grand et donc difficile à manipuler. C'est pour ça que nous allons ranger cette quantité d'entités dans des boîtes. Chaque boîte peut contenir 6,022 10 puissance 23 entités. Et donc, au lieu de compter le nombre d'entités, nous allons compter le nombre de boîtes dont nous avons besoin. C'est ce que nous allons appeler la quantité de matière ou le nombre de moles. Ainsi, pour une bague en or pur contenant seulement des atomes d'or et un certain nombre très grand, 3,0 10 puissance 22 atomes d'or. Ce nombre est difficilement manipulable. Nous allons alors compter le nombre de boîtes nécessaires pour ranger ce nombre d'atomes et on obtient 0,05 boîtes, donc 0,05 mol. C'est ce qu'on appelle la quantité de matière. On pourra dire que dans la bague en or pur, on a une quantité de matière de 0,05 mol. On passe maintenant à la matière d'un point de vue macroscopique. À ce moment-là, on aura soit un corps pur contenant une seule espèce chimique, soit un mélange contenant plusieurs espèces chimiques. C'est le cas par exemple avec l'eau. L'eau distillée utilisée en laboratoire ne contient qu'une seule espèce chimique, la molécule d'eau, alors que l'eau du robinet contient en plus de cette molécule d'eau des ions calcium ou des ions sodium ou chlorure. Ainsi, on va pouvoir définir dans un mélange la proportion en masse ou en volume d'une espèce par rapport aux autres. Par exemple, dans l'air, on pourra dire que nous avons 80% en volume de diazote et 20% de dioxygène. Un cas particulier de mélange que nous avons vu cette année, ce sont les solutions aqueuses. Ici, l'espèce majoritaire, c'est l'eau qui, du coup, est appelée un solvant. Les autres espèces présentes en moins grande quantité sont appelées des solutés. Et on peut voir la quantité d'un soluté par rapport à un autre en calculant la concentration. La concentration, c'est la masse de soluté pour un certain volume d'eau. Maintenant, la matière ne va pas rester indéfiniment sous la même forme. Elle va subir ce qu'on appelle des transformations. Cette année, on a vu 3 types de transformations. Le premier, ce sont les transformations physiques. On ne va pas changer ici d'espèce chimique, de l'eau va rester de l'eau, des ions vont rester les mêmes ions, mais on va changer l'état physique, solide, liquide ou gaz. On va pouvoir modéliser cette transformation par une équation de transformation physique. Cette équation est reconnaissable puisque l'espèce chimique ne va pas changer, mais seulement l'état physique, entre parenthèses en bas, va évoluer. Le deuxième type de transformation, c'est les transformations chimiques. Ici, on va avoir une modification des espèces chimiques. Par contre, nous allons avoir une conservation des éléments chimiques. Ce qui veut dire, on aura modélisation par une équation de transformation chimique que vous pouvez voir ici. Les atomes de fer vont réagir avec des ions hydrogène pour donner un ion fer et une molécule de dihydrogène. Les espèces chimiques présentes au départ sont appelées réactifs et les espèces chimiques présentes après sont appelées produits. On remarque ici que le fer était avant sous la forme d'un atome et après sous la forme d'un ion, donc l'espèce chimique a évolué. Par contre, nous avons conservation de la matière puisque cet atome de fer est resté en même quantité. Le dernier type de transformation, ce sont les transformations nucléaires. Il peut s'agir d'une fusion, d'une fission ou d'une désintégration radioactive. Dans tous les cas, on a modification du noyau, ce qui veut dire que l'élément chimique va changer. On va modéliser ici aussi cette transformation par une équation dans laquelle on peut voir l'élément carbone va se transformer en un élément azote. On a quand même conservation de la matière puisque le nombre de protons, ici 6, et le nombre de masses, ici 14, ne va pas être modifié au cours de la transformation. Ainsi, à partir du moment où on vous donne une équation, vous pouvez savoir s'il s'agit d'une équation de transformation physique, chimique ou nucléaire.